Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Anna, alias Lanae Tricot. Nous allons parler d'elle, de sa boutique, de communauté tricot, de laine naturelle, mais aussi de la confiance en soi et de l'estime de soi que nous permet le tricot. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Lanae Tricot. Eh bien, bienvenue Anna au Café Tricot. Merci, merci de m'accueillir. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux triconautes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Anna, j'ai 29 ans bientôt et je suis propriétaire d'une boutique de laine à Grenoble qui s'appelle Lanae Tricot et qui est une boutique en ligne également aussi. Et grâce à cette boutique en ligne, j'ai aussi eu l'occasion, où j'ai créé un podcast qui s'appelle Lanae Tricot sur YouTube et où je raconte aussi ma petite vie créative de tricoteuse. Et je profite aussi pour présenter parfois des événements ou des produits de la boutique, mais c'est surtout voilà, mon parcours à moi de tricot. Donc parfois, c'est surtout du tricot, mais parfois je parle aussi de filage, de plus en plus d'ailleurs, et de couture ou d'autres loisirs créatifs qui pourraient m'intéresser. Et donc voilà. Ok, super, c'est une bonne présentation. Bah déjà, avant de débuter, comment tu as commencé le tricot déjà? Alors, j'ai commencé le tricot en 2015 quand j'ai déménagé en France parce que moi, je suis franco-espagnole à la base. Ma famille mon père est espagnol, ma mère est française. Et ma mère a déménagé en Espagne pour vivre avec mon père, etc. Puis nous, avec ma sœur, on a grandi en Espagne et on a fait toutes nos études, toute notre vie en Espagne, tout en partageant toujours la vie en famille, en vacances en France. Et moi, en 2015, je suis venue en France, à Grenoble, pour continuer mes études de littérature, de D'accord. master 2 et de recherche. Et du coup, comme je connaissais personne et que voilà, j'avais une vie sociale beaucoup plus réduite, je me suis dit que ce serait sympa de commencer une activité manuelle. Et ma mère a toujours fait beaucoup de tricot et elle faisait beaucoup de tricot à ce moment-là, donc elle m'a encouragée d'aller vers cette voie, donc de visiter les boutiques de laine du coin, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je me suis acheté une paire d'aiguilles, un peu de laine, j'ai pris un petit cours et après, voilà, ça a été beaucoup avec ma mère, parce que ma mère, elle était déjà dans les aiguilles circulaires, dans Ravelry, dans tout ce milieu-là. Et voilà, donc en fait, c'est grâce un peu à ma mère à distance, parce qu'elle elle était en Espagne et moi en France. Et grâce à Instagram, grâce à Ravelry, que je me suis vraiment plongée dans tout ça et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Ah, Voilà. c'est assez récent parce que Ravelry, c'est dans les années 2000, je crois, que ça a Je commencé à crois que c'est sortir. 2008 ou 2009 pour Ouais, Ravelry. Ouais, ouais. Donc, je crois. elle était branchée, hein. Elle est branchée, Oui, ta ma mère maman. a toujours été quelqu'un de super dynamique et de super branché. C'est une grande fan d'internet, donc oui, elle était bien tombée dans la marmite. Et voilà, c'est ça qui m'a permis moi de quelque part être introduite directement dans ce milieu-là, quoi. Je trouve ça cool. Ouais, En ouais. fait, c'est vraiment un partage. Il y a eu un échange, on va dire générationnel, même s'il s'est fait à distance, il y a eu un échange. Je trouve ça sympa. Ouais. Puis oui, et du coup, on a un super lien grâce à ça. Enfin, on s'entend déjà très très bien avec ma mère, mais du coup, ça contribue vraiment à partager beaucoup là-dessus. Et quand on est toutes les deux ensemble, on parle quasiment tout le temps que de laine, tricot, patron, des choses comme ça. Donc c'est assez sympa. Ouais, j'imagine, ouais, ça doit être super sympa de pouvoir partager, une passion avec en plus une personne de sa famille. On va dire que ça doit rendre les repas de famille très, très créatifs. Que pour les autres, c'est un peu monotone comme thématique, mais non, mais ça se passe très, très bien. Et ma sœur aussi, elle aime beaucoup les loisirs créatifs. On a toujours été un peu, voilà, ma mère a fait du point de croix, ma sœur aussi. On a toujours touché un peu à toutes les choses de création, de savoir-faire. On est très sensible à ça, donc du coup, ça, voilà.
C'est chouette, hein. Du coup, Mmh. comment t'en es arrivé à créer une boutique? Parce que tu tricotais et à partir de quel moment tu t'es dit: «Bon allez, là c'est bon, là je lance une boutique», parce que c'est pas du tout la même aventure. C'est pas du tout la même aventure, ça ne relève pas du tout des mêmes, comment dire, compétences et des mêmes envies et c'est pas parce qu'effectivement on tricote et qu'on adore la laine et qu'on adore le tricot qu'on est, comment dire, qu'on aime avoir une boutique ou qu'on aime avoir un commerce et qu'on a les compétences nécessaires. Moi, je viens d'une famille de profs, mais une famille aussi de créateurs d'entreprises. Mes parents ont toujours eu leur propre entreprise et à plusieurs reprises sur plusieurs domaines. Et moi, j'ai grandi là-dedans aussi, donc ça fait partie de mon bagage de vie. Et à cause d'un burn-out académique en 2017, je me suis retrouvée dans la situation de pas avoir d'emploi, pas vouloir continuer dans la voie d'études que j'avais longuement parcourue, parce que ça faisait plus de 10 ans que j'étais dans l'université, dans les études. Et en fait, disons que l'opportunité s'est présentée à moi de prendre une décision sur ma vie et et aidée aussi beaucoup par mes parents et guidée aussi beaucoup par mes parents, j'ai décidé du coup de retourner à Grenoble parce qu'à ce moment-là, on était à Toulouse Mmh. donc on est rentré à Grenoble qui était la ville qu'on connaissait le plus et on s'était vraiment liés d'amitié et d'amour pour cette ville. Et en retournant sur Grenoble, bah, tout s'est un tout petit peu par le hasard de la vie parfois peaufiné d'une certaine façon pour que je puisse reprendre une boutique de laine qui était la boutique de laine où j'ai appris à tricoter. Oh, c'est trop Donc bien ça. c'est la boucle un peu s'est fermée, c'était très marrant et du coup, en recherchant, parce que j'étais plus partie sur des ateliers en fait qu'une boutique, directement et en fait, en recherchant, en parlant avec des gens dans le domaine, sur Grenoble et tout ça, on a su que les propriétaires de la boutique, déménageaient de ville et du coup souhaitaient avoir quelqu'un qui reprenne la boutique et du coup, ben, l'opportunité s'est présentée, mes parents m'ont aidée, on a étudié un peu tout ça ensemble et du coup, en très peu de temps, je crois que j'ai quitté mes études en février et en avril, c'était décidé, je reprenais la boutique, qui s'appelait à ce moment-là Maya Part. Et voilà, donc ça s'est fait très rapidement, mais en connaissance de cause et bien sûr avec beaucoup, beaucoup de précautions, mais beaucoup d'illusions aussi pour ce projet. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé une nouvelle étape de ma vie professionnelle, en relation bien sûr, très profondément en relation avec mon loisir créatif qui est le tricot, mais que je sépare vraiment, enfin, pas totalement parce qu'il y a pas une séparation claire, comme il y a pas une séparation claire entre ma vie privée et ma vie professionnelle parce que quand on est entrepreneur, je considère que c'est difficile d'établir des frontières. Mmh. Mais voilà, c'est pour moi, c'est 2 domaines qui révèlent complètement je sais plus ce que j'allais dire. C'est des choses qui sont quand même, différentes, voilà et c'est comme ça que j'ai commencé la boutique donc en 2017, ça va faire maintenant en juin, donc mois prochain, ça va faire 3 ans que la boutique, enfin que Lana et Tricot a ouvert ses portes. Quand même, ça fait un petit moment. C'est vrai que ça fait un petit moment que je te vois sur les réseaux. Hem, tu disais qu'il y avait beaucoup de désillusions. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pas pu encore créer au sein de Lanae Tricot que tu aurais voulu créer? Alors pardon, tu as peut-être mal ou je me suis mal exprimée, c'est d'illusion, pas de Oui, pardon, désillusion. excuse-moi, illusion, c'est vrai, tu as dit illusion. Pardon. Bah, j'ai toujours des idées, que j'aimerais créer et puis c'est de nouvelles idées qui sont tout le temps qui sont fluides en fait, qui vont évoluer au fur et à mesure, des années, des mois, des contacts avec certaines personnes donc moi j'aime être assez ouverte d'esprit et assez dynamique dans la boutique et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai créé pas mal d'événements, de rencontres et tout ça et est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais et que j'ai pas réussi? Là, tout de suite, j'arriverai pas à te dire, mais enfin, c'est sûr qu'en étant une entreprise d'une seule personne, il y a des choses qu'on aimerait faire
plus rapidement ou qu'on aimerait développer d'une autre façon, mais parfois il faut aussi se plier aux moyens qu'on a dans l'immédiat ou dans le moyen terme, et du coup on les fait avec les. Ok, d'accord. Ouais, mais je comprends. En plus, surtout si tu es seule, c'est vrai qu'il faut t'adapter du coup. Enfin, il faut t'adapter, il faut être C'est patient ça, aussi. il faut être patient, il faut s'adapter, et puis il faut savoir du coup que on est tout seul et qu'il faut faire avec, quoi. Mais non, non, Et que les journées ne font que 24 heures en plus. en plus, c'est ça. Ça, c'est le grand drame de notre société, c'est que les journées sont trop courtes. Mais bon, jusqu'à ce qu'on arrive à inventer un quelque chose qui nous permette d'étendre le temps. Tu disais, tu parles aussi d'événements, etc. J'ai vu qu'il existait le Club Découverte. Est-ce que Oui. tu peux me dire un petit peu ce que c'est aux triconautes qui connaissent pas? Alors, le club découverte, c'est pas forcément un événement, mais c'est tout simplement un club avec trois différentes. Alors, on l'a fait, c'est la deuxième année qu'on le fait. C'est un club à trois volets ou trois étapes différentes. Mhm. Donc, la première année, c'était trimestriel, donc c'était janvier, février, mars. Cette année, on l'a fait sur un mois sur deux, etc. Donc, en fait, le principe et de là où c'est venu, en fait, c'était de faire découvrir les matières en termes de laine ou de fil les plus naturelles possibles et de permettre aux personnes qui s'intéressent aux fils naturels mais qui osent pas parce que souvent on les voit en ligne, on n'a pas le moyen de les toucher, de voir si ça nous gratte, si ça nous gratte pas, si c'est des laines qu'on serait susceptible de porter après, ou etc. Le but, c'était vraiment, à travers des petits projets tricot d'accessoires, créer une éducation une éducation quelque part des mains parce que je trouve que le tricot, enfin je trouve non, mais le tricot se vit beaucoup à travers les mains et à travers le toucher, et Mhm. donc une certaine éducation non seulement à travers ce que moi je pouvais raconter sur ce fil-là en concret, ou sur comment il a été créé, quelle est la race de mouton et tout ça, mais aussi à travers des mains des tricoteuses en tricotant un petit projet avec les fils proposés, qui ferait qu'au fur et à mesure, elles s'habitueraient à tricoter des fils naturels, mais qui leur permettrait surtout aussi de décider si c'est quelque chose qui leur plaît ou pas, et vers laquelle, enfin, si les fils naturels sont quelque chose qui leur plairait à long terme et qui serait, comment dire, un bon moyen pour elle de sauter le pas et de vivre le tricot dans toutes les variantes possibles de fils qu'on peut avoir. Donc, D'accord. c'est parti l'année dernière, qui était le premier club, c'est parti vraiment d'une éducation des mains et tout ça. C'était vraiment le but, et on est parti d'une fibre mérinos française. Donc, dans les laines naturelles, et quand je parle de laine naturelle, ce sont des laines qu'on appelle non traitées. Mhm. Donc, c'est des processus qui sont assez, euh, comment dire, moins sévères Traditionnel? voilà, voilà, plus traditionnels, ou moins sévères au niveau de la fibre, c'est-à-dire il ne va pas y avoir notamment de traitement superwash. Et Mhm. pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le traitement superwash, il y a différentes façons de faire du superwash. Donc, tout simplement, superwash veut dire qui passe en machine. Et le superwash, c'est soit un remplissage des écailles par des polymères plastiques, soit une sorte de lavage intensif de la fibre pour couper les écailles. Et les écailles dans la fibre, c'est ce qui va amener à avoir ce côté un peu plus rustique, plus naturel, et souvent, selon les qualités de mouton, enfin les races de moutons, qui va venir nous gratter ou pas. Voilà. Donc, le superwash va permettre, certes, que ce soit plus doux, que ça passe en machine, mais pour moi, en tout cas, c'est un produit qui n'est pas à 100% naturel, puisqu'il y a une altération faite par l'homme. Oui, Et du coup, oui, pardon. Vas-y, vas-y, continue. Et du coup, ce club découverte, c'était dans ce but-là. C'était vraiment pour les personnes qui hésitaient de faire le pas et d'aller vers des laines plus naturelles, de pouvoir leur proposer ça avec
une panoplie de laines différentes. Donc, chaque mois, on reçoit des laines et des qualités différentes et avec un projet dédié. Mais après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec ces laines-là. Mais le but, c'est d'avoir des petites quantités pour, à chaque fois, pouvoir tester de nouvelles races, de nouvelles laines, de nouveaux procédés, parce qu'on a essayé aussi de mettre des laines cardées et des laines peignées, qui sont des laines qui sont travaillées en filature de façon différente. Et voilà, introduire tout ce monde-là, qui est un monde qui, moi, m'intéresse énormément et que j'essaye vraiment de faire connaître à travers la boutique, à travers les podcasts et autres. Et là, cette année, du coup, on est reparti sur la même base, donc pareil, pour faire découvrir. Et aussi, le dernier mois, mais ça, c'est pas encore arrivé, il y a une petite surprise aussi au niveau des fils, donc ça sera pas que de la matière totalement... Enfin, ça reste de l'animal, mais voilà. Je garde la petite surprise encore parce que le club n'est pas fini. Mais voilà, c'était vraiment... parce que souvent, on associe l'achat d'une laine pour se faire un gros projet, genre un pull ou un châle, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas la laine, quand on n'ose pas, bah finalement, on n'ose pas tout court et on se prive de faire des recherches sur des fils concrets. Et du coup, le club, c'était une bonne excuse pour tout ça. Oui, je suis vraiment contente que tu en parles parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas chez toi, et qui moi aussi me tient à cœur. C'est faire découvrir la laine naturelle, parler des différents processus de fabrication, parce que comme tu le dis, le superwash, par exemple, en effet, ça a des avantages, mais en fait, en enlevant la surface écailleuse de la fibre par le processus de superwash, on enlève aussi toutes les propriétés hydrophobes et respirantes de la laine naturelle qu'elle possède au naturel. Et en fait, personnellement, je trouve qu'on a plus les caractéristiques du coup du plastique plutôt que de la laine naturelle, vu qu'on a complètement, on utilise la fibre comme base et en fait, en gros, on l'a enroulée de plastique, on l'a trempée dans un bain de plastique et je trouve ça un peu dommage. Tout à fait. Après, il faut savoir que dans les processus de superwash, il y a différents processus superwash et qui sont pas tous pareils. Il y en a qui vont effectivement être plus sévères et qui vont vraiment donner cet aspect plastiqueux ou plastique à la fibre. Donc, comme tu dis, ça va être un cœur de fibre, mais recouvert par du polymère. Mais après, il y a des traitements superwash qui sont beaucoup plus doux au niveau du traitement. Et on retrouve quand même un peu le toucher de la laine, malgré le fait qu'il y a un traitement superwash. Et il y a aussi des traitements, et moi, on reproche beaucoup au traitement superwash, c'est non seulement qu'il enlève les caractéristiques de la laine, mais quelque part, c'est ce qu'on recherche avec ce superwash-là. Mais c'est aussi le fait que c'est très polluant pour la planète parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques et beaucoup d'eau aussi pour laver ces fibres, pour enlever ces écailles et pour trouver une matière qui répond aux besoins ou aux soi-disant besoins des tricoteuses, alors que c'est vraiment en train d'évoluer. Il y a beaucoup de marques qui sont en train d'aller justement vers des superwash qui sont plus écologiques ou moins, moins... Je suis désolée, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Préjudiciable pour l'environnement. C'est ça. Et d'autres qui sont tout simplement en train d'éviter le superwash parce que c'est vraiment plus que les gens recherchent. Alors, moi, par exemple, en tant que propriétaire d'une boutique de laine, je travaille les deux matières. En tant que tricoteuse, je les tricote aussi toutes les deux. Mais ça va vraiment être en fonction des besoins de chacun. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui est habituée à tricoter des laines douces et qui n'a jamais tricoté une laine naturelle, qui va tout de suite avoir peur et qui va tout de suite me dire ça va me gratter, ou ça va gratter mon enfant, ou ça va gratter mon bébé et tout ça, et ben effectivement, je préfère la faire passer par un superwash, mais peut-être en essayant de l'introduire vers un superwash qui soit moins effet plastique, ou vers des matières, peut-être pas passer forcément par du mérinos, mais une autre qualité de laine qui soit superwash pour, au fur et à mesure, ou tout simplement, après, il faut être à l'écoute aussi des personnes. Il y a des personnes qui ne veulent que ça, et ben c'est très bien aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas une sorte de jugement sur ce qui est mieux ou un jugement de valeur, mais c'est important pour nous, tricoteuses, ou personnes qui travaillent la fibre en général, de savoir ce qu'on a entre les mains et du coup de pouvoir faire un choix en connaissance de cause, quoi.
Alors, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Je pense vraiment que c'est très important de savoir, vu qu'on passe des heures à tricoter, qu'on passe des kilomètres et des kilomètres de fil dans les mains, c'est important Mmh, de savoir qu'est-ce qu'on tricote en fait. Quelle est la tout à fait. matière. Tout à fait et puis il y a beaucoup de marques, commerciales ou pas, qui n'indiquent pas en fait ni ce que c'est vraiment comme fibre, ni si c'est du superwash ou enfin superwash oui, mais par exemple le cardé, le peigné, il y a très peu de marques qui le font, de nous Mm. dire, de nous éduquer en fait vers ça et c'est un peu dommage et il y a beaucoup même de collègues, et c'est pas une critique, c'est juste une constatation, qui n'en sont pas non plus, vraiment, qui ne connaissent pas forcément non plus ce qu'elles vendent à 100%. Et ça, c'est un travail très important aussi pour les personnes qui, comme nous, toi et moi, passons dans le métier un peu de l'information sur ce domaine, voilà, d'être éduqués et de pouvoir guider les personnes vers la connaissance ou vers le savoir de tout ça. Donc, moi, j'ai vu aussi ce que tu fais un peu et tes articles de blog et tout ça. Et c'est vraiment, voilà, on est vraiment, comme tu dis, dans la même longueur d'onde. Plus on sait, mieux on tricote et mieux on est satisfaite du résultat final parce qu'on va Mm. pas forcément choisir la même laine pour faire un pull à torsade ou pour faire un top d'été plus frais. Et puis après, une fois aussi qu'on construit des savoirs, on peut les déconstruire plus facilement. C'est-à-dire Mm. que si en connaissance de cause, je sais que je veux tricoter un top d'été en fibre végétale et que je veux introduire du jacquard, et ben à ce moment-là, je vais me poser les bonnes questions pour réussir un résultat qui est vraiment le plus satisfaisant possible. Alors que c'est quelque chose qu'en premier abord, on nous aurait dit non, non, fais surtout pas ça parce que ça va pas marcher, parce que le jacquard va pas être joli avec des fibres végétales, etc., etc. Oui, Donc, vraiment. c'est un peu comme les peintres ou comme les grands chefs de cuisine. Ils leur font les bons outils d'abord, les bonnes connaissances, les bonnes techniques, et à partir de ça, ils peuvent déconstruire et créer vraiment leur univers à eux. Bah, pour nous, pour nous et pour la vie en général, je trouve que c'est un peu la base. Et voilà, donc c'est super important d'avoir ce genre de conversation, je trouve. Mm. Et surtout, comme tu dis, de transmettre l'information. Du coup, Mm. s'il y a une triconaute qui veut, c'est une sorte de box, du coup, ça se passe pas dans ta boutique, c'est une box du coup qu'elle C'est une box reçoive. qui est expédiée, oui, oui, qui est expédiée selon chaque année, c'est une modalité plus ou moins différente. Comme je te disais, la première année, c'était tous les mois, et puis là, cette année, on a fait le choix de faire un mois sur deux, Mhm. pour que ce soit un tout petit peu plus espacé. Et voilà, donc les inscriptions se font en décembre, généralement, pour commencer l'année suivante. Donc, dès janvier, il y a un premier volet du club qui est envoyé, et ainsi de suite euh, jusqu'à la fin du club. Donc là, cette année, il aurait fini en mois de mai, mais comme ça a été décalé avec le confinement, on finira au mois de juin. Mm. Donc du coup, là, pour cette année, il faut attendre du coup décembre ou janvier prochain, du coup, pour C'est s'inscrire ça, au ouais, prochain ouais. club découverte. Oui, oui. Ok. Après, par contre, je te coupe, les kits Vas-y. sont disponibles une fois que le club est remis aux participantes. Donc là, cette année, il y a 50 participantes. Une fois que le club est remis et qu'elles ont eu le temps de bien regarder, voire même les tricoter, le kit est mis en ligne de façon, enfin, pour tout le monde. Mais du coup, il n'y a pas la surprise de pas savoir ce qu'on va recevoir. Mais on peut choisir de tricoter le kit et du coup acheter et les laines et le patron qui sont utilisés ou qui ont été proposés pour ce club. D'accord. Les patrons, c'est toi qui les crées? Non, les patrons, ce sont des collaboratrices, des créatrices en fait du monde du tricot. Donc l'année dernière, il y avait Audrey de Yarnflex, Mademoiselle Petroni, donc Céline et Orlane de Tête Bêche. Et Mhm. là, cette année, pour le premier qui est celui qui est sorti, j'ai un trou de mémoire, c'est pas possible. Oui, c'est une créatrice espagnole qui s'appelle Carmen García de Mora, qui est une créatrice de patron du domaine hispanophone, parce qu'on a fait un club qui était entre guillemets espagnol, parce qu'on a travaillé le mérinos espagnol, qui est un peu la race autochtone et disons le mérinos d'origine, sur lequel tous les autres mérinos actuels qu'on connaît se sont duquel on a tiré vraiment le reste des mérinos qu'on connaît aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Amérique latine, etc.
D'accord, ok. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences entre le tricot en Espagne et le tricot en français? Je parle au niveau communauté, mode, tendance. Oui, en Espagne, bah déjà, il y a des marques de laine et des créateurs qui on connaît pas en France et à l'inverse et inversement parce que tout simplement la barrière de la langue fait que, des communautés vivent, alors il y a comme une grande communauté générale qui est la communauté anglophone, à Mm. laquelle tout le monde, enfin tout le monde entre guillemets, ou toutes les personnes qui parlent plus ou moins anglais ont accès. En plus, les grands designers maintenant commencent de plus en plus à avoir des traducteurs, donc ils commencent à avoir des traductions en espagnol, en français et dans d'autres langues. Et après, il y a des disons, communautés, donc là, l'espagnol et la française, où certains créateurs, en fait, on va pas reconnaître certains créateurs parce que tout simplement, ben voilà, même s'ils publient en anglais, ils font pas partie de notre cercle, disons, euh, de réseau sur Instagram ou autre. Et après, pareil pour les marques de laine, mais surtout ce qui, moi, je dirais, différencie beaucoup les 2 communautés, c'est que, la communauté espagnole est beaucoup plus ouverte vers, en ce moment, sur la couleur, les speckles. Tu vois? On est vraiment bon, après, en Espagne, on ose plus la couleur en général, au niveau des vêtements et de la Mm. mode. Donc, je trouve que s'il y a une différence comme ça, première qui me vient à l'esprit, c'est vraiment ça, l'utilisation de la couleur, vraiment pas forcément néon, mais très flash, quoi. On est vraiment très. Enfin, je dis on parce que je suis tout aussi espagnole que française, mais Oui. euh, voilà, ils sont très portés par la couleur en général. Alors que nous aussi, on a de la couleur, mais ça va être plus du faux uni ou plus des couleurs pastel, peut-être aussi, plus des nuances légères. Donc, ouais, pour moi, c'est ça, quand je vois un peu les comptes Instagram et tout ça, c'est vraiment. Et les podcasts, c'est vraiment la couleur qui m'interpelle le plus. Après, d'autres différences, non, en gros, on se sert aussi d'Instagram, de Ravelry. Il y a Mm. des personnes qui sont aussi, disons, qui partagent des connaissances un peu comme toi ou comme moi, vers des fibres un peu plus naturelles. Mais c'est vrai que une autre différence aussi qui pourrait être importante à signaler, c'est l'utilisation des fibres végétales. En Mm. Espagne, surtout enfin, de Madrid vers le sud, mais aussi dans la côte méditerranéenne, c'est une région qui est enfin, c'est un pays qui est quand même un pays chaud. Et la laine, c'est bien, mais la laine, on va la porter dans certaines régions 1 ou 2 ou 3 mois. Alors que le coton, le chanvre, le lin, c'est des matières qu'on va avoir tout le temps dans notre garde-robe. Et du coup, on est plus poussé vers le tricot des matières végétales. Et Mm. c'est aussi de là que je tire, moi, cet amour aussi et cette envie de partager sur les fibres végétales et de faire un travail sur les fibres d'été et démystifier les fibres d'été pour vraiment aller vers des vêtements tricotés qu'on peut porter aussi l'été. Parce que, par exemple, moi, je suis à Grenoble. À Grenoble, il fait très, très chaud en été également. Donc, on veut conserver notre identité de tricoteuse toute l'année et les fibres végétales nous le permettent aussi. Donc, ouais, ce serait la couleur et le fait d'utiliser plus les fibres végétales, de ne pas avoir peur d'aller vers des fibres qui ne sont pas forcément toutes douces ou toutes élastiques à tricoter, etc. Mm. Oui, c'est vrai. Enfin, ça me résonne vraiment en moi ce que tu dis parce que ici, du coup, je suis dans le sud de la France, dans l'une Oui, des villes les plus chaudes de France. Et autant te dire que l'été, on a bien chaud et on pense beaucoup ouais, à nos voisins espagnols et même italiens du Nord qui eux aussi ont très chaud. ouais, Et en effet, par exemple, moi, il y a des accessoires que j'utilisais, par exemple, à Toulouse, parce que j'y ai fait mes études. Je pense notamment aux bonnets et aux écharpes dont je ne pouvais pas me passer parce que l'hiver était plutôt froid avec le oui, climat océanique. Et en fait, en revenant à Nîmes, ben, j'ai été très étonnée et surtout, je me suis retrouvée un peu bête parce que je me suis retrouvée avec des tas de bonnets et des tas d'écharpes que je ne pouvais pas porter parce qu'il faisait trop chaud. L'été était trop c'est doux. ça. Donc, en effet, comme tu dis, on se retrouve souvent, en tout cas dans les régions du sud de la France, comme en Espagne, à être un petit peu bloqué avec la laine et à pouvoir la porter seulement quelques mois dans l'année. Et on va devoir se rabattre très vite sur des fibres plus légères, donc comme tu dis, coton, lin, chanvre, etc. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert l'algue. Oui, Mais c'est vrai que par exemple, moi je sais que l'été j'adore tricoter et pour
pouvoir tricoter l'été quand il fait 40 degrés, ben, typiquement, ces cotons, lin, enfin, ces fibres végétales-là, qui ne peuvent être tricotées qu'à ce moment-là, enfin, pas qu'à ce moment-là, mais je veux dire que je préfère tricoter à ce moment-là de l'année plutôt que d'avoir un gros mérino sur les genoux. Voilà. Oui, oui, bah, ah si, après sinon il faut tricoter des petits accessoires pour l'hiver, genre des chaussettes ou Oui. des choses comme ça, qui tiennent pas chaud sur les genoux. Mais c'est vrai que nous là maintenant, dès le mois de mai, généralement à Grenoble, bah, on commence déjà à avoir des températures printanières et encore on n'est pas au plus sud de la France. Mais après, on est facilement en ville à 35 degrés. Bah, on a envie de pouvoir porter, de pouvoir tricoter des matières un peu plus légères, plus fraîches en tout cas. Ou des mélanges sympas, comme tu disais, les algues, je les ai vues aussi mélangées avec du tencel ou avec du coton. Il y a des mélanges comme ça très très sympas qui sont faits par des marques commerciales, entre autres. Donc oui, oui, la tricoteuse n'a pas, encore une fois, plus on a d'éducation, plus on peut aller vers des choses qu'on... Puis après, c'est la curiosité aussi de chacun de dire, ah bah tiens, qu'est-ce que ça peut donner si je fais un top comme ci? Qu'est-ce que cette matière-là que ma boutique de laine vient de rentrer, qu'est-ce que ça va donner? C'est aussi être un peu curieux d'esprit et d'être un peu aventurier et de se lancer vers de nouvelles aventures. Et de nouvelles fibres, du coup. Aussi, ouais. Ok. Donc, du coup, tu disais que que tu avais aussi un podcast donc, qui s'appelle Lana et Tricot, comme la boutique. Euh, comment tu gères le podcast, la boutique, etc. Comment tu fais pour gérer les deux? Parce que ce sont deux éléments différents quand même. Tout à fait. Alors le podcast, je fais ce que j'appelle moi du podcast minimaliste, c'est-à-dire je suis très efficace. En plus, je fais un podcast qui est bilingue dans le sens où je fais un podcast aussi en espagnol. Le podcast en espagnol, c'est à peu près tous les mois, et le podcast en français, j'essaie de faire Enfin après ça varie, hein, mais généralement c'est tous les 2 semaines, 3 semaines. Euh, et en fait, je le fais sur mon temps libre. Ça fait pas forcément partie de mes horaires de boutique, vu que pendant mes heures de boutique, c'est impossible d'avoir des temps aussi longs pour pouvoir tourner un podcast. Et en fait, je fais du podcast minimaliste parce que je sais très bien en avance ce que je veux dire, que je rassemble mes affaires assez rapidement et que je fais pas d'édition ou presque pas d'édition. Donc, je fais le podcast tout d'une traite. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Par exemple, l'avantage, bah, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coupures. J'essaye d'être le plus fluide possible et du coup, c'est assez organique en tant que podcast. Moi, ça me plaît bien de le faire comme ça aussi. Après, les inconvénients, c'est que voilà, il n'y a pas un super montage derrière. Et que bah, voilà, quand je fais beaucoup de ou que je passe 3 minutes à réfléchir sur le mot, ou si bah, voilà, ou s'il y a un truc qui tombe, ou s'il y a mon chat qui passe, enfin des choses comme ça, bah, ça fait partie intégrante du podcast. Après, moi, j'aime bien penser qu'on n'est pas, ou moi en tout cas, je ne suis pas une professionnelle des médias. J'ai pas de formation là-dessus. Je fais ça avec mon téléphone, comme beaucoup de podcasteuses d'ailleurs. Donc voilà, on est vraiment là pour partager, pour moi plus particulièrement pour partager sur la boutique, mais franchement, c'est pas un podcast publicitaire du tout. C'est vraiment un podcast. J'aime penser que c'est un podcast d'information aussi par rapport à tout ce qu'on disait, quoi, l'éducation un peu sur le monde de la fibre. Et tu vois, je perds le fil de ce que je dis parce que Il n'y a pas de problème. je suis très comme ça. Mais voilà, c'est vraiment un podcast assez organique et assez imparfait. Mais moi, je l'aime comme ça. Et de toute façon, je n'ai pas le temps actuellement de faire autrement. Donc, je préfère le faire de cette façon-là et que ce soit fait et pouvoir partager, pouvoir créer une communauté, une dynamique autour de ce que je dis et de ce que j'ai à apporter, que de pas le faire tout court. Donc, voilà, savoir et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, lancez-vous. Franchement, c'est un exercice sympa. On a toujours des choses différentes à dire et tout le monde a son petit grain de sable à apporter, comme on dit en espagnol. Donc, sa petite touche de plus à apporter. Et puis, on a tous des sensibilités différentes. Donc, si un podcast vous plaît pas, bah, je suis sûre qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 10
autres qui vont vous plaire. Donc, c'est la richesse un peu aussi de la communauté tricot. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Et justement, est-ce que, je viens d'y penser, tu accueilles dans la boutique des personnes, des clients, donc des personnes en réel, on dirait irréel, dans le monde geek. Et tu as du coup aussi ces personnes en virtuel. Est-ce que tu remarques une différence entre ces deux personnes, entre ces deux possibilités, ces deux personnalités, je dirais? Oui, alors, au début, la différence était très, très marquée. J'avais les clientes, du coup, que j'avais récupérées, enfin, entre guillemets, les clientes qui étaient clientes de la boutique, que j'ai, disons, récupérées et qui est une clientèle qui tricote beaucoup en aiguille droite, qui tricote à partir de catalogues, qui tricote Mmh. à plat et d'un certain âge. Et quand je dis un certain âge, ce n'est pas du tout péjoratif, mais d'un âge différent, c'est-à-dire différent au mien. C'était des personnes qui ont plus une trentaine d'années de plus que moi, qui vont, voilà, qui vont tricoter pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, qui vont rarement se tricoter des choses pour elles et qui, voilà, sont plus dans le domaine du réel, on va dire. Mmh. Et il y a les tricoteuses plus de et là, c'est pas vraiment une question de génération parce que, par exemple, ma mère est très branchée et tout ça, mais des tricoteuses qui étaient plus, voilà, dans le domaine de Instagram, dans le domaine Ravelry, qui commençaient à tricoter en rond ou qui tricotaient en rond depuis longtemps, qui venaient avec leur patron Ravelry en disant, «J'ai besoin d'un fil fingering, 400 mètres 100 grammes», enfin voilà, qui étaient plus dans ce domaine-là. Dans le Mmh. domaine, disons, que je considère de la communauté plus, comme tu dis, virtuelle. Et au fur et à mesure des années, de ces 3 années, il y a des frontières qui, en fait, ont commencé à se à disparaître et en fait, c'est en train de devenir beaucoup plus fluide. Parce que aussi, je pense que c'est aussi grâce au travail que je réalise à la boutique, c'est-à-dire que, les personnes qui voient les patrons qui sont exposés, enfin les patrons ou les tricots qui sont exposés, la plupart, comme c'est moi qui les fais ou c'est moi qui demande de les faire, ce sont des patrons qui sont tricotés en rond. Mmh. Donc ça les interpelle de voir que c'est des patrons qui sont très jolis, qu'elles pourraient très bien réaliser, mais qui sont tricotés en rond. Donc ça va leur donner envie de se lancer ou de voir que moi, je tricote en rond ou de voir que quand elles tapent Lana et Tricot sur Google, ah bah tiens, elle fait des vidéos, ah bah je vais voir ce qu'elle fait. Et puis elles m'entendent parler de trucs où elles se reconnaissent pas du tout parce que c'est un tricot qui est quelque part un peu différent ou avec des termes qui sont différents ou avec des termes en anglais ou des choses comme ça. Et du coup, il y en a qui sont très, très curieuses et qui vont vers ça. Puis après aussi, comme je fais cours de tricot, dans les cours, je les incite assez rapidement à travailler sur des aiguilles circulaires. En fait, je fais vivre le monde du tricot que moi, je pratique à la boutique. Et du coup, il y a Mmh. pas mal de personnes qui font partie de ce réel-là, ou qui faisaient partie d'un tricot plus traditionnel ou plus français. On casse un peu des barrières comme ça et maintenant ça commence à être très fluide et des gens qui vont aussi bien tricoter à plat en rond, moi je parle dès que il y a quelqu'un qui me demande en fait, tiens, est-ce que vous auriez un patron de bonnet, ceci, cela, et en fait moi au lieu d'ouvrir un catalogue, je vais tout de suite aller sur Ravelry et on va chercher ensemble et je vais leur apprendre à utiliser Ravelry comme outil de recherche. Et peu importe l'âge, en fait. Voilà, les gens, quand ils viennent à la Lanae, je pense qu'ils savent qu'ils ont une approche un peu différente. Et du coup, ça a permis vraiment de mélanger ces deux, comme tu disais, un peu ces deux personnalités ou ces deux communautés qui étaient, entre guillemets, un peu séparées et qui faisaient presque partie d'un monde totalement différent, de deux mondes différents. Mmh. Oui, Mais c'est après, ouais. vas-y, vas-y. Ouais, après, ça reste quand même, enfin, il y a des clientes qui restent quand même dans le monde du catalogue aiguille droite et après des clientes qui sont vraiment dans le monde Ravelry, Instagram et tricot circulaire. Mais moi, j'aime penser que le but et l'objectif dans tout ça, c'est vraiment de se faire plaisir. Il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas une façon euh, encore une fois, il faut pas aller dans le jugement, il faut vraiment aller dans ce qui nous fait plaisir. Et si je veux tricoter que du superwash avec des aiguilles droites et faire que des coutures,
et ben, c'est très bien aussi. Et le but, c'est de passer un bon moment et de créer de jolies choses ensemble et en partageant tout ça avec les générations futures ou les générations tout court qui sont autour de nous et qui nous regardent comme des extraterrestres parce qu'on est encore capable de faire des choses de nos mains. donc, euh, donc voilà. Oui, c'est vrai je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a justement ces barrières qui tombent parce que on trouve par exemple de plus en plus de personnes qui ont le double, le triple de mon âge, enfin en tout cas moi j'en ai beaucoup, en tout cas beaucoup de commentaires qui disent ah ben je viens de découvrir les podcasts, je suis tombée sur le tien, c'est trop bien, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça et justement il y a une émulation qui se crée et moi je trouve ça extrêmement intéressant. Bah, on tient mine de rien beaucoup de compagnie grâce au podcast. Et du coup, quand on parle de choses que les gens ne connaissent pas, alors il y a deux réactions possibles. Il y a la réaction de oh ça m'intéresse pas ou comme ça me fait peur parce que c'est de l'inconnu, ben je vais pas aller vers ça. Soit il y a effectivement les personnes ou les réactions qui vont aller vers cette curiosité-là et dire bah tiens elle parle de circulaire ou elle parle de ceci, elle parle de cela et je vais aller voir ce que c'est et m'intéresser et pousser un peu les barrières, les frontières et les portes et les fenêtres pour aller vers ça. Donc c'est assez intéressant et comme tu disais, moi en boutique j'ai des clients de tout âge qui viennent en ayant regardé mon podcast, mais aussi les podcasts d'autres personnes et qui disent ah bah, j'ai découvert ça, est-ce que vous avez ça, est-ce que comment je fais ou après il y a aussi une réaction très féminine et ça vient aussi de notre éducation patriarcale, d'avoir peur à se lancer parce qu'on pense qu'on ne va pas être capable. Et ça, c'est aussi une troisième réaction que j'ai souvent. Et là, je fais presque un travail parfois en cours de psychologue dans le sens où il faut renforcer l'estime de soi et de dire, mais oui, vous êtes capable. Le tricot n'est pas un domaine réservé à des génies ou à des personnes avec des capacités, disons, spéciales. Le tricot est vraiment fait pour tout le monde. Tout le monde a l'intelligence de pouvoir tricoter, de pouvoir crocheter, de pouvoir réaliser des choses des mains. Parce que on est aussi dans une génération, dans une culture qui fait peu de choses et qui concrétise peu de choses avec les mains. Si ce n'est que la cuisine, peut-être le plus commun, mais sinon, dans d'autres domaines, bah, on est vraiment plus dans la création en soi, on est plus dans la passivité que dans l'activité. Et en fait, entre ça et le fait aussi qu'on est très disons, poussé à penser que la femme, en général, ne peut pas ou a peur d'eux ou est limitée, du coup, j'ai beaucoup de femmes qui viennent en me disant mais je serai jamais capable ou circulaire, non, je serai pas capable, j'hésite à me lancer parce que j'ai peur de pas réussir. Donc en fait, non, c'est de la pratique parce que ça, c'est comme, si vous vous souvenez du début quand vous avez commencé à tricoter, vous avez passé des heures et des heures et des heures à apprendre et à défaire et à recommencer. Donc là, quand on apprend une nouvelle technique, c'est pareil. Bon, il faut du temps pour s'y habituer. Mais une fois que c'est lancé, voilà, c'est tout bon, c'est acquis et vous pouvez faire plein de belles choses en apprenant de nouvelles techniques qui sont, comme je dis, ouvertes et accessibles à tout le monde. Et puis comme j'ai plusieurs questions qui me sont venues. Oui. Alors, je vais commencer déjà par celle-là. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord quand tu dis que on a tendance à avoir peur. En fait, il peut y avoir plusieurs réactions. Je rajouterais même qu'il y a celles qui rejettent complètement le truc et qui s'énervent du coup sur toi. Oui. Donc là, on est vraiment après sur des réactions qui sont extrêmement négatives. Donc déjà, la première question, c'est comment toi, tu fais pour gérer ces commentaires négatifs? Alors, oui. Et attends, comme ça, Vas-y. je finis parce que sinon je vais perdre le fil moi aussi. C'est super enrichissant, j'aime beaucoup. Et aussi, en fait, quand tu parles aussi on a une réaction, c'est qu'on a peur, on n'ose pas se lancer, il n'y a pas assez de confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est pour ça que j'essaie aussi d'inclure cet élément personnellement, c'est-à-dire que le tricot peut t'aider à prendre de la confiance en toi. Quand tu vois déjà que tu arrives à créer un tricot à partir de quelques mailles, à partir d'un fil et de deux bouts de bois, c'est déjà plus que ce que 70% de la population est capable de faire. Donc, à partir de ce moment-là,
tu es capable de faire des choses, on est capable de faire des choses, on le montre au quotidien en faisant ne serait-ce que du point mousse. Donc, c'est à nous après aussi à se lancer, à dire si je peux faire ça, alors je peux aller plus loin. Et Ouais. vas-y. Bah, tu soulèves deux questions qui sont différentes mais très très intéressantes. La première, comment gérer un peu cette agressivité de la personne qui a peur et qui ne réussit pas. C'est très simple en fait. Enfin, c'est très simple. Moi, je réagis de la façon suivante, c'est-à-dire d'abord, il faut que je prenne conscience que c'est pas contre moi que ces réactions s'établissent, même si l'agressivité c'est moi qui la reçois en tant que personne qui est face à cette personne. Ce n'est pas vers moi vraiment que cette réaction négative vient. Donc, il ne faut pas que je le prenne au personnel. Et après, c'est d'essayer de tranquilliser la personne, c'est-à-dire de dire, bon, écoutez, je comprends d'où vient votre problème. Laissez-moi, du coup, il faut un peu freiner de façon gentille cette réaction qui souvent est en chaîne parce que souvent la personne n'arrive pas et il faut qu'elle vide cette frustration, mais elle n'arrive pas à s'arrêter. Donc, il faut un peu essayer de couper. C'est un peu comme, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des enfants. Donc, quand l'enfant commence à faire des bêtises ou commence à crier ou commence à faire un peu un petit caca merdeux, comme on dit, il faut un peu arrêter. C'est-à-dire, il faut un peu couper cet élan et il faut rassurer la personne. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, j'ai écouté, je comprends votre souci, on va prendre ça et je vais vous aider. Alors, c'est plus facile selon les cas selon la personne qu'on a en face. Souvent, ça m'arrive avec des personnes qui ont la soixantaine, qui sont beaucoup plus âgées que moi. Et souvent aussi, leur frustration vient du fait qu'elles sont face à une personne qui est beaucoup plus jeune qu'elles. Donc, déjà, elles peuvent penser que moi, je vais pas savoir les aider. Ou que parfois aussi, c'est tout de suite, ça touche un peu l'ego de la personne. C'est-à-dire comment une personne qui est plus jeune peut savoir faire mieux que moi ou va pouvoir m'aider aussi. Donc, la frustration vient aussi parfois de là. Donc, il faut tout simplement, voilà, pas le prendre au personnel et essayer d'aider au maximum possible cette personne-là, même si parfois, comme c'est des situations négatives, on n'a pas forcément envie d'aider parce qu'on se dit pourquoi cette personne a cette attitude négative envers moi, mais c'est pas envers moi en fait, c'est vraiment face à la situation. Et du coup, il faut tout simplement essayer d'aider au maximum. Parfois, bon, moi j'ai la chance d'avoir la boutique physique, donc quand c'est physique, c'est très facile parce qu'il suffit de prendre le patron, de prendre les aiguilles et de faire au fur et à mesure avec elle. Quand c'est en ligne, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu peux pas prendre le tricot de la personne et lui dire il faut faire ci, il faut faire ça. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est plus frustrant et complexe pour les deux côtés parce qu'on aimerait bien sortir les mains de l'écran et prendre le tricot de la personne et l'aider. Mais voilà, les personnes qui pourraient aussi se sentir frustrées, c'est dire prenez 2 minutes pour respirer, pour reprendre le souffle et pour dire je peux réussir et voilà. Et sinon, vous mettez de côté 2-3 jours et après vous revenez tranquillement. Parce que parfois aussi on bloque tout simplement parce qu'on est frustré et après il faut juste laisser la frustration disparaître pour reprendre la chose plus tranquillement. Donc ça aussi. Le fameux j'ai la tête dans le guidon. C'est ça, lâcher un peu la prise et revenir après la tête vide. Donc ça, ce serait pour la première question. La deuxième question, le deuxième point que tu as soulevé est très, très intéressant. Et c'est encore une fois lié totalement au domaine de la femme. Moi, je suis très féministe, comme tu peux le voir, ou l'entendre. Et l'estime de soi est extrêmement importante. Souvent, effectivement, ce sont des personnes qui ont moins d'estime de soi, comme on disait, pour aborder des nouvelles choses, parce que voilà. Et en fait, comme tu dis, et ça c'est pour ces personnes-là, mais pour nous toutes aussi, et moi par exemple, je vais parler de moi puisque c'est plus facile de partir de soi, c'est vrai que ça m'a fait gagner de l'estime de moi et aussi de l'estime de moi au niveau physique. C'est-à-dire que non seulement le fait de réaliser des choses et être fière a fait que j'étais fière tout simplement et que que je peux réaliser des choses et que je peux réaliser des choses de mes mains, mais aussi le fait de porter des choses qui sont faites par moi m'a aidé à avoir un regard différent sur mon physique et sur mon corps que j'avais pas avant en fait. Donc le fait de pouvoir m'habiller
tout simplement de m'habiller avec des vêtements que j'aime vraiment, qui me vont bien parce que je peux les adapter à ma morphologie, fait que, il y a une relation différente qui s'établit avec mon corps, une communication qui s'établit différemment avec mon corps et une estime de moi que je n'avais pas avant, en fait. Là, je me regarde, si je me mets face à un miroir, je peux me tenir le regard et je peux aimer ce que je vois parce que je porte le super beau pull que je viens de finir ou parce que, comme je fais de la couture aussi, ben, je viens de finir une robe qui me va super bien et que je suis trop fière d'avoir réalisée. Ou, enfin voilà, il y a beaucoup de ça aussi et finalement, ça va faire de nous souvent des personnes qui, voilà, avec une, et une estime de soi, ouais, on va être fier, on va être contente, puis on va être dans des événements où on se sent à l'aise aussi parce que généralement on va aller aussi vers du confort. Et le fait que ce soit joli, confortable, choisi par nous et fait par nous, ça va vraiment créer une force différente que quand on va s'acheter des vêtements dans des boutiques, qu'on se regarde dans les miroirs avec cette lumière blanche qui nous met vraiment pas en valeur, avec des vêtements qui nous vont pas toujours à notre morphologie parce qu'ils sont créés pour des corps ou des structures assez Standardisé, hein. générales ou standardisées. Voilà, donc c'est pas du tout la même. Et encore moi, j'ai une morphologie assez standard, on va dire, mais par exemple, ma mère qui a une morphologie une forte poitrine, etc. Elle a commencé récemment, parce qu'avant elle tricotait beaucoup, mais elle tricotait beaucoup pour nous et pour ses filles. Et maintenant, elle a commencé à se tricoter pour elle. Et franchement, quand tu vois comment elle commence à évoluer vers cette nouvelle étape de sa vie de créatrice et de sa vie de femme, parce qu'elle commence aussi à un autre âge et elle approche la soixantaine. Donc, voilà. Dès qu'on saute aussi une décennie, qu'il y a des moments importants, parce que le corps de la femme est quand même la physionomie celle qui évolue le plus et qui a le plus de changements aussi par rapport aux hormones, par rapport à tout ça, les grossesses, les changements de poids, enfin voilà. Donc voilà, pouvoir évoluer en tant que femme dans ton corps et en te faisant des vêtements qui te vont bien et en plus en les ayant fait toi-même, ben c'est le top quoi. C'est vraiment C'est la crème de la crème. c'est ça. Non, puis c'est vraiment important pour l'estime de soi, c'est hyper bénéfique en fait. En fait, le tricot a vraiment plusieurs attraits, je dirais. Déjà, moi, je pense, enfin, c'est pas je pense, et je sais qu'il a un fort attrait et de forts bénéfices en termes de psychologie. Comme tu dis, donc confiance en soi, mais aussi stress. Donc, personnellement, en grande stressée, je faisais énormément de crises de spasmophilie. Ça m'a beaucoup aidé à gérer. Donc, en fait, le tricot a de nombreux bénéfices et il n'a pas que le bénéfice de pouvoir tenir chaud l'hiver grâce à un pull tricoté. Et Ouais. je pense que c'est quelque chose aussi dont il faut parler. J'en parle beaucoup, moi, dans mes mails privés. Je me souviens que, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un message qui m'a qui m'a fait beaucoup rire. En fait, il m'a interloqué au début et il m'a fait beaucoup rire. Je parlais justement de confiance en soi, de confiance dans le tricot, que le tricot apportait de la confiance en soi, etc. Et en fait, il y a une dame qui m'a écrit en me disant que ce que je disais, c'était sectaire et que et qu'en gros, elle se désabonnait. Enfin bref, voilà, un truc comme ça. Et je me souviens en fait m'être dit, bah, c'est dommage parce que là, il y a une réaction qui est très violente. Je peux pas répondre à cette dame parce que je peux pas gérer ça. Je vais pas lui dire non, mais si il faut. Enfin, je vais pas chercher à la convaincre. Je l'ai juste encouragée comment dire, ouais, tu vois, moi aussi, je perds mes mots, donc il n'y a pas de problème. Dans ces C'est le démarches matin, c'est pour ça. administratives. Et voilà. Donc, bref, en tous les cas, je pense que même quand il y a des commentaires négatifs, quand il y a des réactions qui sont très négatives, quand par exemple sur YouTube, enfin tu dois en avoir aussi, mais j'en ai aussi, et tout le monde en a. C'est des commentaires, j'appelle ça des commentaires un peu bébêtes. C'est ah oui, mais ça va pas assez vite, ou tu racontes ta vie, ou ça c'est pas intéressant, ou bref.
C'est ce genre de personnes, pour moi, il n'y a pas besoin d'essayer de les convaincre, c'est inutile, c'est que de la perte d'énergie. Je préfère me concentrer sur les personnes qui disent ah, mais moi, ça peut m'apporter quelque chose, j'ai envie de découvrir comment ça peut m'apporter des choses, j'ai envie de me concentrer sur ces personnes-là et pas forcément sur ce genre de personnalité pour le coup. Avec toute la bienveillance du monde, bien entendu, il n'y a aucun jugement, il y a quoi que ce soit, mais juste par principe de justice, j'aurais tendance à me concentrer sur ceux qui veulent avancer et qui, comment dire, et qui freinent pas des cas de fer. Comme on dit, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Oui, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement de podcasts et tellement d'émissions maintenant de chaque loisir créatif qu'on on a la possibilité de choisir ce qui nous convient le plus. Et comme tu dis, on reçoit tous et toutes podcasteuses et podcasteurs des commentaires négatifs, ce qui moi personnellement me surprend parce que quand j'aime pas quelque chose, je passe et je vais voir ailleurs. Ça, on est Sans d'accord. forcément dire mettre ou faire, mais c'est vrai que sur Internet, c'est facile de laisser un commentaire et de voilà et de pas être touché, alors que il viendrait pas à la boutique me dire votre podcast c'est de la merde, enfin des choses comme ça. Mais typiquement, c'est vrai, c'est ce pas genre me de dire choses. Oui. physiquement me le dire. Enfin, en tout cas, personne l'a fait pour le moment. Il viendrait pas, par exemple, dans un salon de laine dire ah mais j'aime pas, c'est moche. Ouais, Voilà. voilà, c'est facile quand on a un écran derrière et que personne nous connaît et que voilà. Mais voilà, ça c'est des postures que chacun doit voir et revoir de sa façon. Comme je disais encore une fois, moi c'est un podcast minimaliste et pas professionnel, c'est-à-dire que c'est pas mon métier d'être dans les médias et de que ce soit parfait et que ça convienne à tout le monde. Ça conviendra jamais à tout le monde parce que bah voilà, moi aussi parfois je raconte un peu ma petite vie ou je raconte, comme je disais aussi une fois, c'est moi mon podcast, c'est pas le podcast Anna tricote. Enfin, c'est le podcast Lana et Tricot. Donc ça implique pas ma vie personnelle à moi uniquement, ça implique surtout la vie de la boutique. Donc forcément, si la vie de la boutique t'intéresse pas, ben c'est peut-être pas le podcast pour toi. Enfin, il y a quand on s'expose sur YouTube ou sur les réseaux, tout ça, on s'expose aussi à des commentaires un peu moins sympathiques. Après, à chacun de voir si le commentaire négatif apporte vraiment quelque chose ou pas. Donc, si vous êtes des personnes qui sont menées à laisser ce genre de commentaires, réévaluez aussi vos comportements. Parce que la personne qui est derrière, c'est quand même une personne avec ses petites sensibilités, ses petites... bah voilà, on fait ça aussi parce que ça nous plaît, parce qu'on essaye de faire quelque chose de sympa. Et parfois, ça nous touche la petite patate et ça nous apporte un peu de tristesse aussi. Et même voir parfois des envies de tout laisser, de produire, de pas tourner parce que finalement, on a peur de se retrouver face à des commentaires négatifs alors qu'on le fait avec toute l'illusion et je sais pas, la bienveillance possible, quoi. On fait pas ça pour... Mais bon, voilà, ça fait partie du monde d'Internet, hein, de toute façon. Oui, voilà, tout à fait. Ça, c'est le risque, on va dire. Et j'ai envie de dire, moi, j'en reçois très peu. Donc, quelque part, je pense que la communauté tricot est quand même si on en reçoit de temps en temps, on n'est pas dans les pires et on n'est pas dans les plus à plaindre. Oui, c'est vrai. Et que on a enfin, en tout cas, Lana et Tricot a une très chouette communauté et on s'est bien accompagné pendant le confinement, par exemple, où j'ai fait des podcasts toutes les semaines et tout le monde était super content d'avoir des podcasts toutes les semaines et de pouvoir partager, et de pouvoir sortir un peu de cette bulle d'irréalité que le confinement nous a imposée et continuer à pouvoir regarder des podcasts, à tricoter ou voir les personnes auxquelles elles sont attachées quelque part par le domaine de la fibre. Donc voilà, je pense que moi en tout cas, je pense que toi aussi, on a une chouette communauté qu'on a envie à laquelle on a envie comment dire, de laquelle on a envie de prendre soin et avec laquelle on a envie de partager, oui. Oui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis, je préfère voilà, me concentrer sur ces personnes-là. Comme tu dis, il y en a très très peu. C'est assez, comment dire,
sporadique? Oui, voilà, sporadique. Moi, comme tu dis, c'est une petite patate de temps en temps sur le chemin. Et voilà, après, il faut juste passer. Mais Mais le c'est tricot vrai nous que aide on a le. à vivre ça différemment aussi. C'est pas de la Mm, thérapie. Il y a beaucoup, enfin, oui, le tricot c'est thérapie, ça pourrait paraître banal et on l'a tellement entendu. Mais pour revenir au sujet d'avant, c'est thérapeutique à beaucoup de niveaux. C'est oui, thérapeutique parce que ça te permet de vider ta tête, de faire une autre activité, de faire des activités avec tes mains. Mais comme je disais avant, et ben de même créer une estime de toi approfondie. Enfin, tu vois, de t'habiller, appréhender ton corps, mm. parce qu'on a tendance à Ce oublier que les tu corps aimes parce qu'on aussi. est Ce que tu ouais, aimes aussi, parce qu'on a c'est tendance à ça. nous rentrer comme des oies à qui on ferait avaler les tendances Exactement. actuelles, etc. Bah, on est très Euh, mouton en général dans la société. Alors il y a beaucoup de moutons aussi dans le monde de la laine, parce qu'on voit aussi, bah, par exemple dans les anglophones, dès que Stephen West sort un truc, et bah, tout le monde va tricoter du Stephen West. Enfin, pour vous donner un exemple tout bête, mais pareil dans d'autres sens. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pluralité, quoi. On peut vraiment choisir dans différents styles et dans différentes et puis même créer tout court, nous, nos propres modèles ou sinon, bah tiens, il y a tel modèle qui me plaît, mais je vais le mettre avec un fil totalement qui n'a rien à voir avec l'esprit de la créatrice ou dans une couleur, je sais pas, qui est peu probable. Enfin, on peut vraiment, comme tu dis, customiser dans tous les éléments ce qui nous convient le plus. Après, le fait de customiser encore plus, après, c'est de faire la laine carrément. Mais Oui, ça, c'est quand on devient fileuse et que tu peux créer, tu peux choisir ta fibre, choisir tes couleurs et créer le fil dont tu as besoin pour le projet en concret. Mais ça, c'est encore plus minoritaire. Déjà, si le tricot, c'est minoritaire, voilà, mais c'est encore plus minoritaire, c'est mais c'est une niche tout dans à la fait niche. faisable. C'est ça, c'est totalement ça, ouais. Mais c'est passionnant aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend beaucoup aussi sur les fibres, sur le tricot, le peigné, le cardé. Moi, depuis que je file, ça va faire maintenant 2 ans, j'ai beaucoup, beaucoup appris grâce à ça aussi. Tu files au fuseau ou au rouet? Principalement au rouet, le fuseau, ça m'a jamais vraiment tellement intéressé. Mais il faut passer un peu par le fuseau pour bien comprendre les bases du rouet. Et puis après, mais principalement au rouet, ouais. Hmm. Ok. Je crois que tu fais aussi des ateliers filage à la boutique. J'en ai fait, oui. Alors là, c'est un peu en stand-by avec la situation actuelle, mais oui, Hmm. oui, je fais aussi de temps en temps des ateliers filage. Alors pas moi, mais la personne avec laquelle j'ai appris, qui est teinturière et qui revend aussi des rouets et du matériel de filage, qui s'appelle Acre-Made, qui fait beaucoup de petits marchés, beaucoup de petits, enfin petits et grands salons de fibres, etc. Donc certaines d'entre vous, vous la connaissez peut-être. Et on a la chance de l'avoir sur l'agglomération grenobloise et c'est une amie aussi, une amie de la boutique. Et du coup, c'est elle qui m'a appris à filer et c'est à elle que j'ai acheté mon rouet et c'est elle qui fait les cours de filage à la boutique. Hmm. Moi, j'ai commencé à filer au fuseau, mais le rouet, par manque de place et de temps un peu aussi, il faut l'avouer. C'est ça. C'est du temps, puis c'est un autre budget aussi parce que tout de suite, un rouet, même les moins chers, bah, on est sur une bonne centaine, enfin, Moi, j'allais dire une petite centaine 300, 400 d'euros. euros. Ouais, c'est ça. Mais après, pour la place, il y a toujours les rouets. Je dis ça pour les personnes à qui ça pourrait intéresser. Il y a des rouets Les électriques mini. et ça prend beaucoup moins de place aussi. Donc, enfin, je le sais parce que j'ai des amis aussi qui s'intéressaient au filage et qui n'avaient pas de place de rouets pour des rouets classiques et en fait qui ont fini par s'acheter des rouets électriques parce qu'on les met dans un sac et ça rentre dans un tiroir ou dans un armoire. Enfin voilà, ça prend vraiment beaucoup moins de place dans les Hmm. petits appartements. C'est bon à savoir du coup. Mais ouais, voilà. Après, c'est le temps. Oui, oui, bah, c'est sûr. Waouh, ça fait plus d'une heure, je crois, qu'on papote. J'ai C'est pas vu très le temps bavarde. passer. Non, mais j'ai trouvé ça très, très enrichissant. On va finir la conversation sur les deux petites questions traditionnelles que j'aime bien poser. C'est, est-ce que tu as une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent, déjà?
Une petite astuce, garder la curiosité. C'est pas une astuce technique ou générale, mais garder cet esprit curieux qu'on a tous en nous pour vraiment aller explorer, pour vraiment aller découvrir, pour vraiment ne pas avoir peur et pouvoir s'améliorer, apprendre, découvrir. Enfin, garder cet esprit de découverte parce que ça va vraiment vous donner enfin, ça va enrichir votre pratique du tricot ou du crochet ou du monde de la fibre que vous abordez. Donc, moi, ce serait plus ce point-là que j'aimerais vous recommander Moi, ça me aujourd'hui. va. Je trouve que c'est une super astuce. Et enfin, 3 livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais. Oula. Alors moi, j'aime beaucoup les podcasts anglophones parce que c'est les premiers que j'ai commencé à regarder en tant que tricoteuse. Donc, pour le premier que j'aimerais recommander, c'est le podcast The Gentle Knitter, qui est bon, à la base, elle est francophone, c'est une tricoteuse québécoise, mais qui fait son podcast en anglais. Donc, je te passerai le lien si tu veux, comme ça tu pourras le mettre sur tes notes de podcast. Merci. Parce que c'est beaucoup avec elle que j'ai appris, où j'ai commencé à apprendre sur les fils non super vaches et tout ça. Il y a aussi le podcast avec lequel j'ai énormément appris, et vraiment elle m'a beaucoup beaucoup appris, c'est Ellie de Skin Deer Knits, qui est une tricoteuse norvégienne qui habite à Londres. Donc son podcast est aussi en anglais. Allez, pour vous proposer un podcast en français, j'aime beaucoup actuellement les vlogs de Mademoiselle Petroni parce que ça change un peu du podcast classique qu'on a l'habitude de faire, enfin faire moi ou de voir. C'est vraiment un vlog, ce sont vraiment des vlogs où elle raconte son processus créatif parce qu'elle est créatrice de Patron pour celles qui ne la connaissent pas. Et voilà, ça change un tout petit peu, c'est des formats un tout petit peu plus courts que mon format à moi d'1 heure de blabla. Et c'est très rafraîchissant aussi de voir le côté créateur des personnes qui sont dans le milieu ou dans la profession de le designer de patron. Donc voilà, je pense que c'est les 3 qui me viennent comme ça à l'esprit là tout de suite maintenant. Bah, c'est cool. Eh bien, merci beaucoup Anna. Moi, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Eh ben, merci à toi de m'avoir proposé ce petit moment de partage. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. À bientôt, merci. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu as aimé le concept, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me le signaler par un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. D'ailleurs, si tu as envie de voir passer une personne en particulier dans le café tricot, n'hésite pas à la proposer. À bientôt!